La route du retour était silencieuse à l'exception du doux bruit de la respiration de mon fils Daniel sur la banquette arrière. Il avait 7 ans, petit pour son âge, avec des cheveux noirs qui tombaient sur son front et des yeux qui contenaient plus de sagesse qu'aucun enfant ne devrait emporter. Son bégaiement avait commencé il y a 2 ans après le départ de son père. L'orthophoniste a dit que c'était lié au stress, que cela s'améliorerait avec le temps et le soutien. Ma famille n'avait jamais apporté ce soutien. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Daniel regardait par la fenêtre, ses petites mains croisées sur ses genoux. Il ne pleurait plus, mais le mal était fait. J'avais regardé ma sœur Jennifer imiter son bégaiement à travers la table du dîner, étirant ses mots dans une moquerie exagérée pendant que mes parents gloussaient dans leur verre à vin. Ma mère avait même ajouté « Peut-être qu'il a juste besoin d'essayer plus fort de parler correctement. » C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions terminé. Quand nous sommes rentrés dans notre petit appartement, Daniel est allé directement dans sa chambre. J'ai entendu la porte se fermer doucement, pas claquer. Il n'a jamais claqué de porte. Il était trop doux pour ça. Trop peur de prendre de la place ou de causer des ennuis. Ça m'a brisé le cœur. Je me suis assis sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait déjà 3 textos de ma mère. « Tu es dramatique. » Jennifer plaisantait. « Tu apprends à Daniel à être trop sensible. » Je les ai supprimés sans répondre. Le lendemain matin, Daniel est entré dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Ses cheveux étaient en désordre à cause du sommeil et il portait son pyjama dinosaure préféré. « Maman? » dit-il doucement. « Oui, chérie. Est-ce qu'on n'y retourne vraiment pas tous? » Je me suis agenouillée à son niveau et lui ai pris les mains. « Pas avant qu'il comprenne comment vous traiter avec respect. Tu mérites mieux que ça, Daniel. Vous méritez des gens qui vous célèbrent, pas qui se moquent de vous. » Sa lèvre inférieure tremblait. « Mais ils sont de la famille F. La famille est censée vous faire sentir en sécurité. » Elle dit « petit. » Il m'a serré dans ses bras. Au cours des 2 semaines suivantes, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère a qualifié de ridicule le fait que je punissais toute la famille pour une blague. Mon père m'a envoyé des textes laconiques sur mon ingratitude pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Jennifer n'a pas envoyé de message du tout, ce qui lui a fait plus mal que si elle l'avait fait. Mais j'ai tenu bon. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que je n'étais pas la mère célibataire en difficulté qu'ils pensaient que j'étais. Au cours des 3 dernières années, alors qu'ils me regardaient avec pitié et m'offraient des conseils non sollicités pour me remettre sur pied, j'avais construit quelque chose. J'avais démarré une petite entreprise de conseil à domicile, travaillant tard le soir après que Daniel se soit endormi. Cela a commencé avec un client, puis 2, puis 5. En moins d'1 an, j'avais embauché mon premier employé. En 2 ans, j'avais un bureau. Maintenant, j'avais une équipe de 12 personnes et des contrats avec 3 grandes entreprises de la ville. L'appartement dans lequel nous vivions, celui que ma famille pensait que je pouvais à peine me permettre, je le possédais, en fait. J'avais acheté l'immeuble entier il y a 2 ans à titre d'investissement. Nous vivions petite par choix, pas par nécessité. Je voulais que Daniel grandisse en comprenant la valeur des choses sans avoir droit à l'excès. Ma famille a supposé que j'étais fauchée parce que je les ai laissés l'assumer. C'était plus facile que de gérer leur jugement ou leur intérêt soudain pour mes finances. Au cours de la 3e semaine, ma mère s'est présentée à ma porte à l'improviste. « Cela a duré assez longtemps, » a-t-elle dit, me poussant devant moi dans l'appartement. « Tu dois arrêter d'être puéril. » J'ai fermé la porte calmement. Je ne suis pas enfantin. Je protège mon fils. De quoi? Sa famille, qui l'aime. Des gens qui pensent qu'il est acceptable de se moquer d'un enfant de 7 ans pour quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Ma mère a agité la main avec dédain. Jennifer ne voulait rien dire par là. Il ne faisait que taquiner. On se taquinait tout le temps quand on était enfant. Je n'ai jamais été cruelle avec Jennifer, dis-je doucement. Et il ne s'agit pas de rivalité fraternelle. Il s'agit d'une femme adulte se moquant d'un enfant lors d'un dîner en famille, pendant que d'autres adultes riaient. Yann, tu réagis de manière excessive. Je ne le suis vraiment pas. Elle a regardé autour de l'appartement, les yeux rivés sur les meubles d'occasion, la petite télévision, la décoration simple. Je pouvais voir la pitié dans son expression, le jugement. Il pensait que c'était tout ce que je pouvais gérer. « Regarde, » dit elle, sa voix s'adoucissant en ce qu'elle pensait probablement être de la gentillesse.
Je sais que les choses ont été difficiles pour toi depuis le divorce, et je sais que tu fais de ton mieux en tant que mère célibataire, mais tu ne peux pas isoler Daniel de sa famille simplement parce que tes sentiments ont été blessés. Il a besoin de ses grands-parents. Il a besoin de sa tante. Il a besoin de gens qui ne lui feront pas de mal. Nous ne lui faisions pas de mal, a-t-elle insisté. On s'amusait juste. Tu lui apprends à être faible en le dorlotant comme ça? Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je pense que tu devrais partir maintenant. Ne sois pas ridicule. Je suis sérieux. Pars. Il m'a regardé, choqué. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. C'est chez moi. Je peux absolument. Elle rassembla son sac à main, le visage serré de colère. Tu fais une erreur. Ne venez pas pleurer auprès de nous lorsque vous avez besoin d'aide pour le loyer ou les frais de scolarité de Daniel. Nous avons fini d'activer ce comportement. J'ai presque ri. Activation, comme s'il nous avait déjà soutenus. Après son départ, je me suis assis et j'ai envoyé un courriel à mon avocat. Il était temps d'apporter quelques changements aux arrangements de soins de Daniel. Je voulais qu'il soit documenté que ma famille ne devait pas venir le chercher à l'école ou avoir des visites non supervisées sans mon autorisation écrite explicite. J'ai également mis à jour mes documents testamentaires et fiduciaires, les supprimant en tant que bénéficiaires et tuteurs. Ils pensaient qu'ils avaient du pouvoir sur nous parce qu'ils croyaient que nous avions besoin d'eux. Ils avaient tort. 1 mois passa. Le bégaiement de Daniel s'améliorait réellement. Son orthophoniste l'a commenté, a dit qu'il semblait plus détendu, plus confiant. À la maison, il riait plus, il jouait plus. Il a cessé de s'excuser d'avoir pris de la place. Nous avons commencé à avoir nos propres traditions de dîner. Chaque dimanche, Daniel m'aidait à cuisiner et nous mangions ensemble à notre petite table de cuisine. Il me parlait de sa semaine, de ses amis à l'école, des livres qu'il lisait. Parfois, il bégaya, parfois, il ne le faisait pas. Ça n'avait pas d'importance. J'écoutais chaque mot comme si c'était la chose la plus importante que j'ai jamais entendue, comme c'était le cas. Puis vint Thanksgiving. Ma mère a appelé 3 jours avant, la voix tendue. « Je suppose que tu viendras au dîner de Thanksgiving. Ça fait plus d'1 mois. Cette punition a assez duré. Nous ne viendrons pas, » ai-je dit calmement. « Comment ça, tu ne viendras pas? C'est Thanksgiving. C'est la famille. On le dépense ailleurs. » « Avec qui? Tu n'as personne d'autre. » J'aurais pu lui parler alors des amis que je m'étais fait grâce à mon entreprise, de la communauté que Daniel et moi avions bâtie en dehors de notre famille biologique, de l'invitation à dîner de ma partenaire d'affaires et de sa famille, des gens qui avaient montré à Daniel plus d'amour et d'acceptation authentique en 6 mois que ma famille ne lui en avait montré en 7 ans. Mais je ne lui devais pas d'explication. « Tout ira bien », ai-je simplement dit. Il y eut un long silence. Puis elle a dit: « Tu vas vraiment éloigner Daniel de sa famille pour Thanksgiving? C'est cruel. » Ce qui est cruel, c'est de se moquer d'un enfant. Ce qui est cruel, c'est de lui apprendre que la famille signifie accepter les mauvais traitements. Je lui apprends quelque chose de différent. Tu lui apprends à garder rancune. Je lui apprends les limites. Elle a raccroché. Le jour de Thanksgiving est arrivé brillant et froid. Daniel et moi avons passé la matinée à faire des tartes ensemble, ses petites mains étalant soigneusement la pâte. Il bégayait à peine du tout. Quand il l'a fait, il a juste pris une respiration et a continué, sans honte, sans excuse, juste lui-même. Nous sommes allés chez mon partenaire d'affaires cet après-midi-là. Elle s'appelait Margaret et elle avait 3 enfants à elle, tous plus âgés que Daniel. Ils l'ont accueillie immédiatement, lui montrant leur cabane dans les arbres, leurs jeux vidéo, leur collection de bandes dessinées. J'ai regardé par la fenêtre Daniel rire, vraiment rire, courir dans l'arrière-cour avec des enfants qui ne se souciaient pas de savoir si ses paroles sortaient doucement ou non. Margaret se tenait à côté de moi tenant 2 tasses de café. C'est un super gamin. Il l'est vraiment. Votre famille ne sait pas ce qu'elle manque. J'ai pris le café qu'elle m'a offert. Pendant le dîner, le plus jeune fils de Margaret a interrogé Daniel sur l'école. Daniel commença à répondre, bégaya un mot, puis continua. Personne n'a réagi. Personne ne grimaça, n'échangea de regard ou n'essaya de finir ses phrases pour lui. Ils ont juste écouté. C'était ce que la famille était censée ressentir. Plus tard dans la soirée, après notre retour à la maison, et Daniel se préparait à se coucher, il est entré dans le salon en pyjama. « Maman. »« Oui, bébé, j'aime la famille de Margaret. »« Moi aussi. » Il est monté sur le canapé à côté de moi. «
Penses-tu que grand-mère et tante Jennifer s'excuseront un jour? Je l'ai rapproché. Je ne sais pas, chérie. Peut-être. Peut-être pas. Et s'ils ne le font pas? Alors tout ira bien de toute façon. Nous nous avons les uns les autres et nous avons des gens qui nous aiment de la bonne façon. Il resta silencieux un instant. Je ne suis plus aussi triste. Je suis content. Es-tu aussi triste? J'y ai pensé honnêtement. Étais-je triste? Déçue, peut-être. Pleurer la famille que j'aurais aimé avoir plutôt que celle que j'ai réellement eue. Mais triste? Non, non, j'ai dit. Je ne suis pas triste. Je suis fière de nous. Il m'a serré plus fort dans ses bras. Les SMS et les appels de ma famille ont finalement ralenti, puis se sont arrêtés. Ma mère a envoyé un dernier message début décembre. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai réfléchi. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement arrêté de participer à quelque chose qui détruisait mon fils. Il y a une différence. La fête est arrivée. Daniel et Mskal, bêtes avec moi, Agneau avons décoré notre petit appartement avec des lumières et installé un modeste arbre. Nous avons fait des biscuits, regardé des films et construit une maison en pain d'épices qui s'est effondrée à mi-chemin. Nous en avons ri et l'avons reconstruit, cette fois avec plus de glaçage et moins d'ambition. Le matin de la fête, Daniel a ouvert ses cadeaux avec une joie pure. Ils n'étaient pas chers, mais ils étaient réfléchis. Des livres qu'il voulait, des fournitures d'or, une maquette de dinosaures. Il étreignit chaque cadeau comme s'il s'agissait d'un trésor. « C'est la meilleure soirée baie de tous les temps », a-t-il déclaré. Et en regardant son visage libéré de l'anxiété qui l'assombrissait pendant les réunions de famille, je l'ai cru. Mon téléphone a sonné une fois. Un texto de Jennifer. La fête, je suppose. Je l'ai supprimé. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Ce soir-là, alors que je mettais Daniel au lit, il m'a regardé avec ses yeux sérieux et sages. « Maman, merci d'avoir quitté ce dîner. » Ma gorge se serra. « Tu n'as jamais à me remercier de t'avoir protégé. Mais je dis tu veux. Tu m'as fait me sentir courageux. » J'ai embrassé son front. « Tu es courageux. Tu l'as toujours été. » En éteignant sa lumière et en fermant sa porte, j'ai réalisé quelque chose. Ma famille avait passé des années à me faire sentir comme si j'échouais, comme si je tenais à peine les choses ensemble, comme si j'en avais besoin pour survivre. Ils avaient utilisé les luttes de mon fils contre nous deux, transformé son bégaiement en punchline et l'avaient fait se sentir moins qu'eux. Mais nous avions survécu sans eux. Plus que survécu, nous avions prospéré. Et c'était la plus grande revanche de toutes. Non pas que je cherchais à me venger. Je choisissais simplement la paix. Je choisissais une vie où mon fils pourrait être lui-même sans excuse, où la gentillesse importait plus que les liens du sang, où la famille était définie par l'amour et le respect plutôt que par l'obligation et la tradition. La nouvelle année est arrivée tranquillement. Pas de révélation dramatique, pas de confrontation satisfaisante, pas de moment où ma famille a réalisé son erreur et est revenue en rampant. La vie n'était pas un film. Parfois, les gens n'apprennent pas. Parfois, ils ne changent pas. Mais j'avais changé. Et plus important encore, Daniel avait changé. Il a commencé la deuxième année en janvier, plus confiant que je ne l'avais jamais vu. Son bégaiement était toujours là. Ce serait probablement toujours le cas dans une certaine mesure, mais cela ne le définissait plus. Il se faisait des amis facilement. Il leva la main en classe. Il a essayé pour la pièce de théâtre de l'école. « Je vais être un arbre à thé », il me l'a dit avec enthousiasme après les auditions. « C'est parfait. » J'ai dit, et je le pensais. Un après-midi fin janvier, j'allais chercher Daniel à l'école quand j'ai vu la voiture de ma mère sur le parking. Elle se tenait près de la clôture en regardant les enfants sortir. Quand elle a vu Daniel, elle a commencé à marcher vers lui. J'ai bougé plus vite. « Daniel. » J'ai appelé, la voix ferme mais calme. Il leva les yeux et courut vers moi immédiatement. Je lui ai pris la main. Ma mère s'est arrêtée à quelques mètres. Je voulais juste le voir. Non. J'ai dit simplement, « C'est mon petit-fils. C'est mon fils. Et tu n'as pas gagné le droit d'être dans sa vie. » Elle regarda Daniel, son expression quelque chose entre tristesse et frustration. « Daniel, ta grand-mère ne te manque pas? » Avant que je puisse intervenir, Daniel a parlé, sa voix claire et ferme. « Pas vraiment. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas conçu pour blesser.
C'était juste honnête, livré avec la sincérité directe que les enfants possèdent avant d'apprendre à adoucir la réalité pour les sentiments des adultes. Le visage de ma mère s'est froissé. Elle m'a regardé. Tu l'as retourné contre nous? Non. J'ai dit, je lui ai appris qu'il mérite le respect. Il y a une différence. Nous nous sommes dirigés vers notre voiture, la main de Daniel bien en place dans la mienne. Alors que nous nous éloignons, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Il sortait déjà un livre de bibliothèque, s'installant pour le retour à la maison sans être dérangé. Ce soir-là, après le dîner, les devoirs et l'heure du bain, Daniel m'a posé une question. Maman, sommes-nous tous heureux? J'ai pensé à notre petit appartement, à notre vie simple, à nos soirées tranquilles ensemble. J'ai pensé à l'absence de critiques, de moqueries et de marcher sur des œufs. J'ai pensé à l'espace que nous nous étions créés, juste nous deux, où l'amour était doux et la gentillesse par défaut. Oui, dis-je, nous le sommes vraiment. Il sourit. Moi aussi, et c'était tout ce qui comptait.